Un sentiment de terreur l'envahit, puis les cochons ont commencé à lui parler, et à se moquer de lui en riant. Je viens d'un petit village de pêche en Alaska. Notre communauté ne dépasse jamais 400 habitants à la fois. Dans les années 30, le village a été relocalisé à cause des inondations répétées. Dans notre nouveau village, nous avons des maisons, une école, 2 bureaux tribaux, un club pour garçons et filles, un bureau de poste, une église et un cimetière. Le cimetière est situé au sommet d'une grande colline, près de la plage, loin du reste du village. Récemment, nous avons dû l'agrandir car il ne restait presque plus de parcelles disponibles. C'est un détail important pour ce que je vais raconter. Mon village est hanté. Pas seulement une ou 2 maisons ou l'école. Le village entier. Les esprits errent librement, et plusieurs personnes les ont vus déambuler dans les rues, entrer dans des bâtiments ou des maisons. Comme dans tout petit village, tout le monde a une histoire à raconter. Certains entendent des bébés pleurer dans les bois, d'autres entendent leurs proches décédés les appeler. Il y en a même qui voient leurs défunts parents passer devant eux, puis disparaître avant qu'ils ne puissent les rejoindre. Comme tous les autres dans mon village, j'ai eu quelques expériences qui me marqueront à jamais, et j'ai partagé certaines d'entre elles sur Internet. Cependant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces esprits errent encore sur Terre. J'ai quelques théories à ce sujet, et j'aimerais avoir des retours pour essayer de comprendre. Théorie 1. Après avoir été contraint d'adopter le christianisme orthodoxe russe lors de la colonisation russe, je pense que mes ancêtres ne sont pas satisfaits de l'idée d'être enterrés pour l'éternité. Peut-être que nous ne sommes pas censés être enterrés. Il se pourrait que cet acte aille à l'encontre de leurs croyances originelles. Théorie 2. Peut-être ont-ils des affaires non résolues ou ne réalisent-ils pas qu'ils sont morts. Ils semblent vaquer à leurs occupations quotidiennes, sans essayer de communiquer avec nous ou de nous voir. Théorie 3. Mon village est peut-être maudit. Ma grand-mère m'a raconté une histoire au sujet de l'oncle de sa mère, qui était un chaman. Elle m'a dit qu'il avait essayé de maudire un homme, mais que le frère de ma grand-mère s'était interposé. Son frère s'est noyé à l'âge de 12 ans, et le chaman, furieux, a maudit tout le village de cet homme en les condamnant à être toujours assoiffés. Ma grand-mère raconte que son ami, qui venait de ce village, mâchait constamment des glaçons, ce qui l'a fait encore se poser des questions sur cette malédiction aujourd'hui. Je me demande si cette malédiction ne s'est pas étendue à mon village et l'a condamné pour des décennies. Je parle de cette malédiction car, ces dernières années, nous avons perdu entre 2 et 4 personnes par an, et ce rythme semble constant depuis un certain temps. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez que cela pourrait être lié à une de ces théories, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ces événements dans mon village? Hier, mes amis et moi avons décidé de visiter Pluckley, supposément le village le plus hanté d'Angleterre. C'était une charmante petite ville, et nous avons passé un bon moment à explorer le village. Après cela, nous nous sommes dirigés vers les Dorin Woods, surnommés les bois qui crient. Je dois dire que, pour une forêt, c'était un endroit magnifique, avec une végétation verdoyante et un paysage dense. Mais au-delà de cette beauté naturelle, il y avait une atmosphère plus sombre et sinistre qui semblait peser sur nous. En 1948, 20 corps sans vie ont été découverts dans ces bois, ce qui contribue à leur réputation de lieu hanté, du moins, c'est ce qu'on raconte. Nous nous sommes garés sur le parking à l'extérieur et sommes descendus de la voiture. En passant les grilles à l'entrée, un homme avec un chien est passé devant nous. Cependant, mon ami Kian est convaincu qu'il a vu une femme marcher dans la même direction que celle que nous allions bientôt emprunter, mais aucun de nous ne l'a vue. Il faut savoir que Kian est quelqu'un de très honnête et digne de confiance. Nous avons continué à marcher, de plus en plus profondément dans les bois, jusqu'à ce que le sentier devienne de plus en plus envahi, les signes d'activité humaine disparaissant rapidement. C'est là que nous avons commencé à entendre des murmures, comme une femme qui parlait à distance. C'était étrange, mais pas encore paranormal. Nous avons continué à nous enfoncer dans la forêt, hors des sentiers, atteignant la partie la plus dense des bois. À ce moment-là, l'un de nous a demandé, « Y a-t-il quelqu'un ? Faites-vous connaître, s'il vous plaît. » Je ne peux même pas mentir à ce sujet, et tous mes amis l'ont entendu, une femme, peut-être âgée de 30 ou 40 ans, a chuchoté quelque chose d'incompréhensible à environ 30 mètres de nous.
Nous nous sommes tous figés sur place, le cœur battant à tout rompre. Une vague de panique nous a envahis, et nous avons décidé de courir pour retrouver le sentier. Mais sans nous en rendre compte, nous nous sommes encore plus perdus, nous enfonçant encore plus profondément dans la forêt. À ce moment-là, un sentiment de malaise a commencé à s'installer pour nous tous. Des bruits de coups résonnaient au loin, et les murmures devenaient de plus en plus fréquents. Nous voulions absolument sortir de là. Tout en cherchant une sortie, nous étions convaincus que quelque chose, ou quelqu'un, nous suivait. Finalement, nous avons trouvé la sortie et nous sommes tous rentrés sains et saufs, mais c'était définitivement une expérience effrayante. Pour clarifier, il n'y avait personne d'autre dans les bois avec nous. L'ami qui nous avait conduits était resté dans la voiture pendant les 3 heures que nous avons passées dans la forêt, et il nous a confirmé que personne n'était entré dans les bois pendant ce temps. L'homme avec le chien était parti 1 heure après notre entrée. Je viens d'un village appelé Vega, situé sur une petite île des Caraïbes nommée Trinidad. Dans mon village, nous avions un dicton, quand une personne meurt à Vega, elle en entraîne 2 autres avec elle. Ou plus simplement, à Vega, les gens meurent par 3. Quand j'étais enfant, un vieil homme de ma rue, nommé Sundar, est mort. Il était ivre et est tombé de la portière passager d'un camion en marche. Le camion lui est passé dessus. Juste en face de chez Sundar vivait un homme mentalement instable dont la femme et les enfants l'avaient quitté. Quelques jours après la mort de Sundar, il s'est suicidé en buvant de l'herbicide. Apparemment, il ne l'a même pas dilué. L'endroit sur le trottoir où il a vomi est resté sans herbe pendant presque 1 an, alors que l'herbe poussait tout autour. Je me tenais sur cette tache nette pour attendre le bus. Un autre voisin est mort la semaine suivante. 3 hommes, venant de 3 maisons voisines, sont morts en l'espace de quelques jours. Avançons jusqu'à l'année dernière. Mon oncle Suk est mort d'un AVC. Pendant la veillée funéraire, j'ai entendu l'un de mes cousins dire « Attendons de voir qui Suk va entraîner avec lui ». La semaine suivante, un autre de mes proches est décédé du Covid-19. Imaginez une rue principale avec 3 rues perpendiculaires à droite. Mon oncle Suk est mort chez lui, dans la 3e maison de la 1re rue. Mon autre parent est mort chez lui, dans la 3e maison de la 3e rue. Comme c'était un décès lié au Covid, nous ne pouvions pas nous rassembler à la maison du défunt par crainte de propager le virus, alors nous nous sommes réunis chez mon cousin, qui vivait, par coïncidence, dans la 3e maison de la 2e rue. Pendant la veillée, j'ai réalisé que nous étions exactement au milieu et que les 3 maisons étaient alignées en ligne droite, bien qu'elles se trouvent dans 3 rues différentes. En plaisantant, j'ai dit que, comme notre oncle était mort dans une maison 1 rue plus loin et que notre autre oncle était décédé dans une maison 1 rue plus tôt, et que la maison où nous étions était parfaitement alignée entre les 2, les habitants de cette maison devraient faire attention pour ne pas compléter la série des 3. Ce n'était qu'une blague. Nous avons tous ri. Mon cousin, qui vivait dans cette maison, est mort dans un accident de voiture la semaine suivante. À Vega, les gens meurent par 3. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. J'ai grandi à Goa, une ville très populaire en Inde, surtout connue pour ses plages et son style de vie luxueux. Mais mon village natal est situé loin de Goa, dans une région plus reculée. Là-bas, nous avons une vieille maison familiale, héritée depuis des générations. Personne n'y habite plus maintenant, donc elle reste fermée la plupart du temps. Nous ne nous rendons au village que pour des occasions spéciales, comme des festivals ou des réunions familiales. Depuis mon enfance, chaque fois que je mettais les pieds dans cette maison, j'éprouvais un sentiment étrange. Ce sentiment me suivait toujours lorsque nous allions au village, et je ne savais pas comment l'expliquer. Cela remonte à quelques années, quand j'avais environ 14 ans. Nous nous étions rendus dans notre village pour une fonction religieuse. Dès que j'ai franchi le seuil de la maison, cette sensation étrange et oppressante m'a enveloppé, comme si quelqu'un vivait déjà dans la maison et se déplaçait à l'intérieur. La première nuit, je dormais seul dans une des chambres à l'étage. Aux environs de minuit, je me suis réveillé en entendant des murmures autour de moi, des voix indistinctes. Ces voix ont duré toute la nuit, me laissant sans sommeil et complètement terrifié. Dès le premier jour, je me sentais mal à l'aise, comme si quelque chose n'allait pas dans cette maison. Mais par peur de ne pas être cru, je n'osais en parler à personne. Le lendemain soir, ce qui s'est passé a changé ma vie à jamais,
et je ne peux toujours pas oublier cet incident. Cette nuit-là encore, je dormais seul dans la même chambre. Je ne pouvais pas dormir à cause de cette peur irrationnelle qui m'envahissait. Sur la porte de ma chambre, il y avait 2 petites vitres semi-transparentes installées sur la partie supérieure, ce qui permettait de voir la lumière de l'extérieur sans distinguer ce qui s'y passait. Après minuit, j'ai regardé la porte et j'ai vu l'ombre noire d'un homme, immobile, dans la faible lumière qui venait de l'extérieur. Pris de panique, je me suis retourné dans mon lit pour ne plus voir cette silhouette. C'est alors que j'ai ressenti quelque chose d'effrayant. Une main invisible s'est refermée autour de mon cou, serrant avec une force terrifiante, comme si elle essayait de m'étrangler. Je pouvais littéralement sentir une pression énorme sur ma gorge, m'étouffant. J'étais paralysé, incapable de bouger, de parler ou même de crier. Mon souffle devenait de plus en plus difficile à trouver, et je sentais la vie me quitter peu à peu. Allongé là, incapable de me défendre, mon esprit était envahi par la panique. Mon cœur battait à tout rompre et des pensées terrifiantes me traversaient l'esprit. Était-ce un esprit malveillant qui hantait notre maison depuis des générations? Ou bien un intrus aux intentions sinistres? Aucune explication rationnelle ne pouvait justifier ce qui m'arrivait. Dans un ultime effort de désespoir, j'ai rassemblé toute ma force et commencé à réciter silencieusement le Hanuman Chalisa, une prière protectrice. Contre toute attente, la pression autour de mon cou a commencé à se relâcher. J'ai enfin pu reprendre mon souffle. Haletant, j'ai allumé la lampe de chevet, mais la pièce était vide. Il n'y avait personne. Pourtant, la sensation d'une présence malveillante flottait encore dans l'air. Complètement terrifié, je n'ai pas osé rester une seconde de plus dans cette chambre. Je me suis précipité en bas, là où ma famille dormait, décidé à leur raconter ce qui s'était passé. En écoutant mon récit, leurs visages sont passés de l'incrédulité à l'inquiétude. Eux aussi avaient ressenti quelque chose d'étrange durant leur séjour dans cette maison. Avec les premières lueurs du jour, nous avons pris la décision de quitter le village, laissant derrière nous cette maison familiale, du moins pour un temps. Les souvenirs de cette nuit m'ont hanté pendant des années, et je n'ai jamais cessé de m'interroger sur l'histoire mystérieuse de notre ancienne maison et sur les forces étranges qui semblaient y habiter. Aujourd'hui encore, je porte le poids de cette rencontre terrifiante. Ce qui s'est passé dans ce village a changé ma vie, et je reste marqué à jamais par ces événements inexplicables et effrayants. J'habite dans le Connecticut, et pour mon anniversaire dimanche dernier, un ami et moi avons exploré quelques lieux abandonnés à travers l'État. Nous adorons ce genre d'aventure. Un endroit que j'avais vraiment hâte de visiter était le village des Petits Gens. C'est un petit village au milieu des bois, avec des fondations qui subsistent, notamment celles de petites maisons détaillées. Il y a plusieurs légendes urbaines autour de ce lieu. L'une d'elles dit que le village faisait partie d'une extension d'un parc d'attractions et que l'on pouvait y accéder en tramway. Mais en visitant l'endroit, cela ne semblait pas du tout crédible. Rien ne laisse penser qu'une ligne de tramway y menait, et nous avons dû marcher avec un peu de difficulté pour atteindre toutes les ruines. Une autre légende parle d'un couple, un mari et une femme, qui vivaient soit dans les bois, soit à proximité. La femme aurait commencé à voir et à entendre des fées, et elle aurait insisté pour que son mari construise un village pour ses petits êtres. Il lui aurait donc construit toutes ces petites maisons. La femme se croyait même la reine des fées, et elle a fait construire un trône pour elle. Une légende est attachée à ce trône, si quelqu'un s'y asseyait, il mourrait dans les 7 ans qui suivent. Il est dit que le couple est devenu fou et a mis fin à leur jour. C'était vraiment un endroit étrange à visiter. Je ne sais pas si je crois entièrement à la légende, je ne crois pas vraiment à l'histoire du trône maudit, par exemple. Mais j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel dans ces bois. J'étais mal à l'aise tout le temps. On aurait dit que quelque chose n'allait pas, comme si quelque chose de terrible s'était produit là-bas. Cette sensation s'est intensifiée à mesure que nous approchions du trône. À un moment donné, mon ami a entendu des rires. Il y avait un groupe d'adolescents qui étaient arrivés derrière nous, mais ça ne pouvait pas venir d'eux. J'étais juste à côté d'elle et je n'ai rien entendu. En quittant le lieu, j'ai vu un mouvement du coin de l'œil, mais c'était peut-être une feuille. Le vent soufflait un peu, mais en me retournant, je n'ai pas vu de feuilles bouger. En sortant des bois, à mi-chemin vers la voiture, mon ami s'est arrêté et m'a demandé si je sentais que quelqu'un nous observait ou nous suivait. Je n'avais pas ressenti ça. Mais ensuite,
elle a mentionné qu'elle se sentait mal à l'aise et a décrit exactement ce que j'avais ressenti dans les bois. Plus nous nous rapprochions de la voiture, plus cette sensation disparaissait, et je commençais à me sentir plus détendu. Je veux vraiment y retourner pour essayer de capturer des phénomènes de voix électroniques ou des vidéos. Cependant, je ne m'aventurerai jamais là-bas la nuit. Il y avait plus de petites maisons autrefois, mais malheureusement, des personnes irrespectueuses ont détruit une grande partie des vestiges, ruinant l'endroit pour les autres. Il reste quelques petites maisons, le trône, des pièces de fondation étranges et l'ossature d'une maison plus grande. J'ai même pénétré à l'intérieur de cette maison. Mon ami a remarqué que de nombreuses pierres utilisées pour la construction ne venaient pas de la région, elles ont donc dû être importées d'une manière ou d'une autre. Ce lieu a un mystère indéniable, et même si je ne crois pas forcément à toutes les légendes, l'ambiance pesante et les phénomènes étranges que nous avons ressentis restent difficiles à expliquer. Cette histoire vient d'une petite île du Pacifique. C'est l'une des nombreuses histoires paranormales que ma famille a vécues. Dans notre petit village, il y a une cloche à l'église qui sert à avertir les gens quand il est temps d'aller à l'église ou lorsque quelqu'un meurt. Le son de la cloche, une seule fois toutes les quelques secondes, indique un décès, tandis que 2 coups successifs toutes les quelques secondes signalent les services religieux du dimanche. J'avais environ 6 ans et mon frère un peu plus de 12. Ce matin-là, lui et ses amis s'étaient réveillés tôt pour aller ramasser des mangues tombées durant la nuit. Je n'avais jamais fait ça, alors j'ai insisté pour les accompagner. Les manguiers étaient à environ 30 minutes de marche de chez nous, situés dans une jungle dense. C'était un dimanche matin très tôt, et il est considéré comme tabou de faire toute autre activité que d'aller à l'église ce jour-là. Nous avons emprunté un petit chemin de terre pour atteindre les manguiers. Il n'y avait aucune maison ni personne vivant dans cette zone. À mesure que nous avancions dans la jungle, nous avons commencé à entendre des murmures venant de toutes les directions. Les voix murmuraient dans une langue que je ne comprenais pas. Nous étions tellement excités par l'idée de ramasser des mangues que nous avons ignoré ces murmures. Lorsque nous sommes arrivés à destination, l'aube commençait à peine à poindre, offrant juste assez de lumière pour nous permettre de chercher des mangues au sol. Alors que je ramassais des mangues, j'ai aperçu un homme à environ 30 mètres de moi. Il se tenait là, nous observant. J'ai essayé de lui dire bonjour, mais dès qu'il a ouvert la bouche, de l'eau a commencé à couler sans arrêt. J'ai crié, et mon frère ainsi que ses amis sont venus en courant. L'homme se dirigeait lentement vers nous, la bouche ouverte, émettant un bruit affreux. Nous avons pris la fuite, et en nous retournant, nous avons vu qu'il avait disparu, comme s'il s'était volatilisé. Paniqués, nous avons continué à courir, mais les murmures que nous avions entendus plus tôt sont passés de murmures à des cris stridents. J'étais terrifié comme jamais auparavant. Les cris semblaient se rapprocher de plus en plus, et du coin de l'œil, j'ai vu le même homme, debout sous un arbre, nous fixant toujours. J'avais l'impression qu'il pouvait m'attraper à tout moment. Je me suis mis à pleurer, et mon frère m'a pris dans ses bras pour me porter. C'était une situation indescriptiblement effrayante, surtout avec les cris qui s'approchaient et les arbres tout autour de nous qui se mettaient à trembler. Quand nous sommes finalement sortis de la jungle, nous avons pu reprendre notre souffle. Nous étions debout dans une zone dégagée, lorsque nous avons entendu la cloche de l'église retentir au loin, avec un seul coup. Nous nous sommes tous regardés, sachant qu'une personne était morte. De retour à la maison, nous avons été réprimandés après que nos parents ont compris que nous étions allés dans la jungle pour ramasser des mangues. Quand nous leur avons raconté ce qui s'était passé, ils nous ont dit que quelqu'un s'était saoulé et s'était noyé, et que c'était lui que nous avions vu. Je ne croyais pas vraiment à cette explication jusqu'à ce que nous assistions à l'enterrement le lendemain. La nuit dernière, alors que je conduisais de retour d'un voyage en direction de Novi Sad, en Voïvodine, en Serbie, j'ai vécu une expérience vraiment étrange près du village de Paraž. Il était environ 22 heures lorsque j'ai vu une silhouette très grande apparaître soudainement sur la route. Elle est restée là quelques secondes avant de glisser rapidement dans les buissons et les arbres sur le côté droit. Cette silhouette mesurait environ 2 mètres de haut et ne ressemblait ni à une personne ni à un animal, bien que son mouvement m'ait semblé quelque peu familier. Elle était floue et grise, ou du moins, elle donnait cette impression. Je roulais à environ 90 km/h, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réagir. Ma voiture a des feux de route automatiques, et ils se sont éteints puis rallumés, comme si une autre voiture passait,
sauf qu'il n'y avait aucune autre voiture aux alentours. Lorsque j'ai atteint l'endroit où la silhouette avait disparu, j'ai regardé dans cette direction, mais je n'ai rien vu. Puis, en vérifiant mon rétroviseur, je l'ai aperçue de nouveau, près des arbres. Cette fois, elle était immobile, mais je l'ai rapidement perdue de vue. J'ai demandé à mon petit ami s'il l'avait vue aussi, mais il regardait de l'autre côté et n'a rien remarqué. Je n'étais sous l'influence d'aucun médicament, drogue ou alcool, donc ça ne pouvait pas être dû à ça. Une fois arrivé à destination, j'ai ouvert Google Maps pour voir ce qui se trouvait derrière ces buissons et ces arbres. Il s'avère qu'il y a un cimetière, aussi grand que le village lui-même. Toute la nuit, j'ai eu des frissons en y repensant. Je ne sais pas si c'était un fantôme ou autre chose. Je n'ai jamais vu de fantôme ni vécu de phénomène paranormal de manière aussi directe. Je m'appelle Achillea, j'ai 16 ans et je vis à Preveza, en Grèce. Je m'excuse d'avance si mon français n'est pas parfait. J'aime beaucoup faire de longues balades à vélo. Mon vélo est assez récent, donc je n'ai généralement pas de problème avec lui, comme la chaîne qui se déplace ou autre. Dernièrement, je me suis rendu plusieurs fois dans un petit village nommé Pantokratora, qui est assez proche et pratique pour moi. Alors, j'ai décidé d'y retourner. Au début, c'était une bonne idée, car dès mon arrivée, la vue sur la mer était incroyable, et le fort qui s'y trouve ajoutait un charme supplémentaire. Après le fort et le parc qui l'accompagnent, il y a une rue assez grande bordée de petites maisons, avec un petit port de pêche. Si l'on se rend au port, on a une vue encore plus spectaculaire, et juste à côté, il y a une petite forêt remplie d'oliviers. Quand je dis à côté, c'est vraiment juste à côté du port. Cette forêt est tellement petite qu'on pourrait difficilement la considérer comme une vraie forêt. C'est plutôt un petit bosquet d'arbres. Pourtant, malgré sa petite taille, elle était complètement plongée dans l'obscurité. Sous les arbres, il faisait presque noir, comme si quelque chose empêchait la lumière de pénétrer. Ce petit bosquet d'oliviers me fascinait autant qu'il m'effrayait à ce moment-là. Je voulais m'y aventurer, mais en même temps, je n'en avais pas envie. Finalement, je n'y suis pas allé, car une clôture en bloquait l'accès. Après avoir contourné le bosquet, je l'ai regardé une dernière fois avec une pointe de déception, car j'aurais bien voulu voir ce que ça faisait d'y être. J'ai immédiatement regretté de m'être retourné. J'ai vu quelque chose bouger. Je suis myope, avec une myopie de 15 dioptries, ce qui est énorme, donc je ne pouvais pas distinguer clairement ce que c'était. J'ai arrêté mon vélo pour mieux observer, et là, j'ai vu une chose à 4 pattes. Au début, j'ai cru que c'était un loup, mais il était beaucoup trop gros et loin pour en être un. Je n'ai pas réussi à bien le distinguer, mais il semblait mesurer 2 fois, voire 2 fois et demi, ma taille. Le pire, c'est quand il s'est retourné. Il m'a regardé directement, comme s'il savait que je l'observais. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas un loup géant. Il avait des yeux humains, des dents humaines mélangées à des crocs, et un long nez humain. L'obscurité sous les arbres rendait difficile l'observation précise de ses traits, donc il est possible que je me trompe sur certains détails, mais ses yeux brillants d'un jaune éclatant m'ont terrifié. C'était comme si un faisceau de lumière émanait de ses yeux et était dirigé droit sur moi. Quand il a commencé à bouger, j'ai réalisé que j'avais quelques secondes pour l'observer un peu plus avant de partir à toute vitesse. Il s'est redressé sur 2 pattes au lieu de 4 et a commencé à me poursuivre, en se déplaçant comme un humain. À ce moment-là, j'ai sauté sur mon vélo et j'ai pédalé aussi vite que possible. Je ne suis pas retourné directement dans ma ville natale, je voulais juste m'éloigner le plus rapidement possible. Sans réfléchir, j'ai continué vers le village de Pantokratora, mais c'était une mauvaise idée, car j'ai aperçu un autre bosquet d'arbres, et c'est là que j'ai vu l'horreur véritable du village. Un être très grand et maigre se tenait là. Au début, j'ai pensé que c'était un arbre, mais en avançant avec mon vélo, j'ai vu qu'il avait 2 jambes. Il était environ 20 heures, donc il restait encore un peu de lumière du jour. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la première créature, celle ressemblant à un loup, ne me poursuivait pas du tout. Elle n'avait jamais quitté son bosquet. J'ai alors pensé que la même chose se produirait avec cette nouvelle créature en forme de poteau. Oh, comme je me trompais. Ses jambes étaient beaucoup plus longues que je ne l'avais imaginé, et elles montaient jusqu'à sa tête. Il n'avait pas de torse. C'est là que j'ai vu ses bras. Mon Dieu, ses bras.
Au début, ils semblaient normaux, mais en les regardant de plus près, j'ai vu qu'ils se ramifiaient en plusieurs branches, comme des bras faits de bois, mais terminés par des doigts. C'était le moment parfait pour que je parte le plus vite possible à vélo et retourne chez moi. Alors que j'étais presque sorti du village, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la chose. Elle avait les mêmes yeux que l'autre monstre. Des yeux jaunes brillants qui me regardaient fixement. J'ai failli tomber de mon vélo quand la créature a poussé un cri. C'était un son très grave, mais qui montait progressivement. Je savais que c'était elle qui criait, parce qu'elle a ouvert une bouche terrifiante. Sa petite tête maigre, qui ressemblait à une ligne droite, s'est étirée comme du caoutchouc pour devenir une sphère. Après être rentré chez moi ce soir-là, c'était hier, j'ai pris la décision de ne plus jamais retourner dans ce village. Toute ma famille s'était rendue dans un village isolé pour assister à un mariage. C'était un endroit reculé, loin des bruits de la ville, et les histoires sur les esprits et les phénomènes étranges dans ce genre de lieu ne manquaient pas. On en riait souvent, pensant que ce n'était que des légendes. Mais ce soir-là, j'ai découvert qu'il y avait peut-être plus de vérité derrière ces récits que je ne l'aurais imaginé. C'était ma première visite dans un village, et j'étais assez excité. Nous sommes arrivés en plein jour, le ciel était dégagé, l'air était frais, et tout semblait paisible. Le village, avec ses petites maisons en pierre et ses chemins bordés d'arbres, donnait une impression de calme profond. Les villageois, occupés à préparer la fête du mariage, nous accueillaient chaleureusement. Jusqu'ici, tout était parfait. Mais lorsque le soleil a commencé à se coucher, l'atmosphère a subtilement changé. Une sorte de tension flottait dans l'air, presque imperceptible, mais suffisante pour me rendre un peu nerveux. C'était l'hiver, et la nuit tombait rapidement. Vers 18h, il faisait déjà nuit noire, et l'air devenait de plus en plus frais. Nous étions tous dans la maison, en train de nous habiller pour le mariage. Mon père, ne trouvant pas l'un de ses vêtements, m'a appelé pour l'aider à chercher. Il a crié mon prénom, comme il le fait souvent. Nous avons fini par retrouver ce qu'il cherchait, et nous sommes partis pour la fête. La soirée s'est déroulée normalement, entre rires et discussions. Il y avait aussi un autre invité qui portait le même prénom que moi, un ami proche, ce qui créait parfois des confusions amusantes. Mais après la fête, en rentrant à la maison, tout a changé. Il était tard, probablement entre 21h et 23h. Le village était plongé dans un calme profond, avec seulement quelques lanternes éclairant faiblement les ruelles sombres. Une fois rentrés, nous avons commencé à nous changer, prêts à nous reposer après cette longue journée. C'est alors que nous avons entendu mon père appeler de nouveau mon prénom, cette fois depuis l'extérieur de la maison. Ce qui a rendu cela terrifiant, c'est que mon père était à l'intérieur, avec nous. Il n'avait pas bougé. Je l'ai regardé, surpris, et lui aussi semblait ne pas comprendre. Pourtant, c'était bien sa voix que nous avions entendue, tout comme plus tôt dans la soirée. Mon ami, celui qui porte le même prénom que moi, a également entendu cet appel. Lui aussi était complètement paniqué. Nous nous sommes regardés, terrifiés, réalisant que quelque chose d'anormal se passait. Le silence qui suivit l'appel résonnait comme une menace invisible. Les autres membres de la famille, bien que perturbés, ne comprenaient pas encore la gravité de la situation. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une simple coïncidence ou même d'une farce. Mais l'un des anciens, visiblement plus inquiet, a pris une lampe à huile et est sorti pour vérifier ce qu'il se passait dehors. Lorsqu'il est revenu, il nous a assuré qu'il n'y avait personne dehors. Mais son visage avait blêmi. C'est à ce moment-là qu'il a raconté une vieille croyance locale. Dans les villages reculés, on ne doit jamais appeler quelqu'un par son prénom une fois la nuit tombée. Selon lui, les esprits rôdent et pourraient entendre cet appel. En criant un nom, on pourrait involontairement attirer quelque chose, ou quelqu'un, qui n'appartient pas à ce monde. Cette nuit-là, ni moi ni mon ami n'avons pu fermer l'œil. Chaque bruit, chaque craquement, semblait amplifier notre peur. Les anciens villageois étaient plus calmes, habitués à ce genre de phénomène, mais pour nous, c'était une première. Le moindre souffle de vent contre la fenêtre ou craquement du bois nous faisait sursauter. Le lendemain matin, dès l'aube, nous avons quitté le village sans tarder. Sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher de regarder en arrière, vers ce lieu qui, en plein jour, paraissait à nouveau paisible et accueillant. Pourtant,
je savais que la nuit révélait une autre face du village, une face que je ne voulais plus jamais affronter. Depuis des années, surtout quand j'étais jeune, j'ai vécu toutes sortes d'expériences étranges. J'ai vu et entendu des choses que je n'arrive pas vraiment à expliquer de manière rationnelle. L'une des choses les plus fréquentes que je voyais étaient des visages apparaissant comme des éclairs de flash, presque en haute définition. Ces visages avaient toujours l'air malheureux ou torturés, et chaque apparition venait avec un sentiment distinct, une sorte de signature émotionnelle, si je puis dire. Ces sentiments étaient toujours négatifs. Quand j'étais adolescent, il m'arrivait de voir une série de ces visages, parfois 10 ou 20 à la suite. En vieillissant, ces expériences ont peu à peu disparu. Aujourd'hui, je ne vois plus rien du tout. Je tiens à préciser que je suis totalement agnostique et indécis en ce qui concerne le paranormal. Je suis passé de croyant convaincu à une personne ouverte à l'idée que ces phénomènes pourraient très bien être liés à une forme de psychose liée au stress, quelque chose que j'ai aussi vécu en prenant des drogues. Pourtant, certaines choses que j'ai vues et ressenties me laissent perplexe et sans explication rationnelle. Ce qui suit en est un exemple. J'habite dans un village ancien, habité depuis avant le XIIIe siècle. Quand j'ai emménagé dans ma maison, j'ai vécu des expériences étranges, des objets disparaissaient, je me réveillais avec des terreurs nocturnes et d'autres événements perturbants. Par exemple, une nuit, mon partenaire et moi venions de nous endormir. Je me suis réveillé en premier, car une guêpe était entrée dans la pièce, s'était glissée dans mon t-shirt au niveau de ma clavicule et m'avait piqué. Après avoir réussi à me rendormir, mon partenaire s'est réveillé en hurlant, car exactement la même chose venait de lui arriver, et au même endroit. C'était très étrange. Une autre nuit, nous nous étions tous les deux endormis sur le canapé. J'ai fait un rêve où je me voyais entrer dans le salon, tenant la main d'une petite fille. Dans ce rêve, je pouvais nous voir, mon partenaire et moi, endormis sur le canapé. Au-dessus de moi se tenait une silhouette portant une longue robe marron à capuche et une longue barbe grise. Il semblait profondément concentré, comme s'il récitait des incantations. J'ai essayé de me réveiller en frappant mon corps allongé sur le canapé, mais mes mains passaient à travers mes bras. J'ai commencé à crier pour que mon partenaire m'aide, mais il ne pouvait pas m'entendre. Finalement, je me suis réveillé en panique, et, aussi étrange que cela puisse paraître, je sentais quelque chose sur moi, pas physiquement, mais comme si un autre champ d'énergie m'enveloppait. En panique, je me suis souvenu d'un passage que j'avais lu sur la purification et l'invocation de Jésus. Alors, j'ai crié, « Si tu ne pars pas, j'appelle Jésus ». Aussitôt, j'ai littéralement senti cette chose, cette force, ou quoi que ce soit, être expulsée de moi. J'étais complètement réveillé et je suis resté éveillé pendant plusieurs heures après cela. Comme si cela ne suffisait pas, 2 ou 3 jours plus tard, j'ai eu l'une de ces visions de flash, avec ce même sentiment sombre et désespéré. C'était lui, le même homme que dans mon rêve. Cette expérience date probablement d'il y a 5 ou 6 ans, mais il y a seulement 2 semaines, je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue avec une vieille dame quand je venais d'emménager ici. J'avais commenté l'atmosphère légèrement ancienne et surnaturelle du village. Elle m'avait répondu, « Oui, il y a une histoire de gens qui voient des moines ici. » Curieux, j'ai fait des recherches et découvert qu'à environ 300 mètres de chez moi, il y a une ancienne église fortifiée. Il s'avère qu'à cette époque, des moines vivaient dans le village, et il existe des archives historiques qui le confirment. Je me suis souvent demandé si je voyais les visages de personnes coincées, qui ne pouvaient pas passer de l'autre côté. Peut-être que tout cela n'est qu'une série de coïncidences, ou que mon subconscient a créé ces expériences, mais cette sensation physique que j'ai ressentie était bien réelle. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça s'est produit. En y repensant, avec tout le reste, cela me fait vraiment me poser des questions. Lors d'une visite à ma famille sur l'île de Lombok, en Indonésie, j'ai vécu une expérience qui m'a profondément marqué. J'ai entendu ce que je crois être une sorcière connue sous le nom de Leyak tomber du ciel sur notre toit. Bien que j'ai grandi en Australie, mon père est originaire d'Indonésie, où vit une partie de sa famille. Il y a 3 ans, mes parents, ma sœur et moi étions chez mon oncle, dans une petite pièce à l'arrière de sa supérette. Nous dormions sous un toit en tôle ondulée. La chambre était modeste, avec une seule petite fenêtre qui ressemblait à une ouverture de cellule, barrée de 4 ou 5 tiges de métal.
Un simple rideau couvrait la fenêtre. En pleine nuit, toute ma famille, mes parents, ma sœur et moi a été réveillés par un bruit extrêmement fort, suivi de griffures sur le toit. Ce bruit ne pouvait pas être causé par un animal, comme un chat ou un chien, car il était beaucoup trop intense. De plus, il n'y avait aucun arbre autour d'où un animal aurait pu tomber. Ma mère, qui n'a jamais eu d'expérience paranormale en Australie, commençait à s'inquiéter. Même elle soupçonnait quelque chose de surnaturel. Mon père, en revanche, n'était pas surpris. Il m'avait déjà raconté de nombreuses histoires de ce genre lorsqu'il vivait en Indonésie. Le lendemain matin, mon père a parlé de ce qui s'était passé à ses frères et sœurs, et il n'était pas surpris non plus. Ils lui ont dit que, récemment, presque toutes les nuits, des Leyaks couraient sur les toits des maisons. Il les décrivait comme des êtres humains dotés d'ailes ressemblant à celles des corbeaux, volant, courant et criant. Juste à côté de la supérette de mon oncle, il y avait un village avec sa propre culture et ses croyances. Mon autre oncle avait épousé une femme de ce village, donc notre famille était assez proche des villageois. Dans ce village, il y avait un homme et une femme chamane, appelés Uka. C'était un vieux couple que les habitants consultaient souvent pour des problèmes liés aux esprits et aux phénomènes surnaturels. La femme était une petite vieille dame, dont les dents étaient teintées de rouge noir à force de mâcher des noix de bétel toute la journée. Je ne me souviens pas très bien de l'apparence du mari. Un jour, ma famille leur a rendu visite, car ils souhaitaient accomplir un rituel pour nous, peut-être pour nous purifier ou nous protéger. Mon père m'a raconté que le Duquin soupçonnait la présence de plusieurs Leyaks dans la région. 2 femmes, une mère et sa fille, qui vivaient dans la maison voisine de la supérette de mon oncle, étaient celles qu'il suspectait. Mais il pensait qu'il valait mieux garder cela pour eux et ne pas accuser ces femmes ouvertement d'être des Leyaks. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est que la maison des voisines était juste à côté de la pièce où nous dormions, juste en face de la petite fenêtre. Pendant les quelques nuits où nous sommes restés là, j'ai eu du mal à dormir. Je me réveillais souvent avec des rougeurs dues à la chaleur, et je me sentais constamment mal à l'aise. Mon père a remarqué que plusieurs fois dans la nuit, le rideau de la fenêtre était ouvert, même après l'avoir refermé à plusieurs reprises. Il avait aussi une sensation étrange, comme si quelqu'un nous observait. Quelques mots à propos des Leyaks, ce sont des êtres humains qui pratiquent la magie noire, ce qui leur permet de se transformer en créatures surnaturelles. Dans chaque région d'Indonésie, il existe différents types de créatures similaires, avec des noms et des apparences variées. Mais à Bali et Lombok, elles sont connues sous le nom de Leyaks. Le jour, elles apparaissent comme des humains ordinaires, mais la nuit, elles quittent leur maison et accomplissent des actions mystérieuses et souvent sinistres. Vous pouvez en apprendre davantage en recherchant Leyaks en ligne. J'ai encore beaucoup d'histoires de ce genre que mon père m'a racontées, mais j'ai choisi de partager celle-ci car je l'ai vécue personnellement. Elle continue de me hanter et me fait réfléchir sur les forces mystérieuses qui entourent ses croyances et ses pratiques dans des régions comme Lombok. Cette histoire s'est déroulée au Myanmar, en 2005. J'étais encore jeune, dans mes premières années d'adolescence, et nous revenions de vacances en famille quelque part dans l'est du Myanmar. À cette époque, il n'avait pas encore de route moderne comme aujourd'hui, donc nous empruntions une autoroute construite le long des villages et des fermes, où l'on pouvait s'arrêter où bon nous semblait. Les personnes présentes étaient moi, mes parents, ma tante et mon cousin, ma grande sœur, et notre chauffeur. Nous roulions de nuit sur cette vieille route, et vers 3 heures du matin, notre chauffeur a commencé à être anormalement somnolent. C'était étrange, car il avait dormi toute la journée précédant le trajet et avait l'habitude de conduire de nuit. Mon père a alors pris le volant, mais en quelques minutes, il s'est lui aussi senti extrêmement fatigué. J'étais réveillé à ce moment-là, car j'avais besoin d'aller aux toilettes, et j'ai remarqué ce qu'il se passait. Mon père a décidé de s'arrêter près d'un zeya, un abri que l'on trouve un peu partout dans les villages et qui sert à différentes fins. Il y avait 2 grandes banquettes assez larges pour s'allonger. Je ne me souviens plus exactement de l'endroit, mais c'était quelque part près de Naypyidaw, l'actuelle capitale, qui n'était pas encore construite à l'époque. D'abord, le chauffeur est sorti pour se reposer sur une des banquettes, suivi de ma sœur, mon père et moi. Il faisait complètement noir, mis à part la lumière de nos torchers, et il n'y avait aucune voiture sur la route. Nous ne pouvions donc pas vraiment voir ce qui nous entourait. Nous nous sommes tous installés sur une des banquettes et, sans prévenir, nous nous sommes tous endormis subitement, sans même avoir fait ce pourquoi nous étions sortis.
Ma sœur et moi nous sommes réveillés en pensant que quelqu'un nous avait réveillés. Il était 3h30 du matin, donc nous n'avions pas dormi très longtemps. Tout le monde dormait encore profondément, mais je me sentais mal à l'aise, comme si quelque chose n'allait pas. J'ai réveillé les autres, et nous sommes vite retournés dans la voiture. Nous avons verrouillé les portes et nous sommes retombés dans un sommeil profond presque instantanément. C'est là que j'ai fait un cauchemar qui semblait incroyablement réel. J'ai vu un monstre de la mythologie birmane appelé Belu, un métamorphe, frapper à ma fenêtre en essayant de pénétrer dans la voiture pour nous atteindre. Elle riait d'une manière effrayante, frappant sur toutes les vitres pour entrer, et cela a duré ce qui m'a semblé être des heures de pure terreur. Je me suis réveillé en criant, tout comme les 3 autres personnes qui étaient sorties de la voiture. Il était 5h du matin, et il faisait assez clair pour que nous puissions voir où nous étions. Le lieu était entouré de ruines de pagodes et d'un vieux cimetière. Mon père et le chauffeur sont rapidement remontés dans la voiture, et nous sommes partis sans perdre de temps. Ma mère, inquiète, nous a demandé ce qu'il se passait. Je lui ai raconté mon cauchemar, et ma sœur a réagi en disant « Oh mon Dieu, toi aussi ». Elle avait fait un rêve similaire où elle voyait des gens transporter un cadavre. Quand elle leur a demandé où elle se trouvait, ils ont répondu que c'était le village de la mort, tout en riant de manière sinistre, puis ils ont essayé de l'attraper. Mon père et le chauffeur ont eux aussi fait des rêves liés à ce village de la mort, mais avec des monstres ou des fantômes différents. Nous avons réalisé que l'abri dans lequel nous nous étions arrêtés était probablement un lieu où l'on pratiquait des rites funéraires ou des prières pour les morts avant leur enterrement ou leur crémation. Quelques minutes après avoir repris la route, nous sommes passés devant un site d'accident récent, avec des marques au sol et des fleurs, ce qui a encore renforcé notre sentiment de malaise. Étrangement, ma mère, mon cousin et ma tante n'ont fait aucun rêve particulier. Seules les personnes qui étaient sorties de la voiture avaient fait ces rêves effrayants, et tous semblaient être liés d'une manière ou d'une autre, comme s'ils étaient connectés. La somnolence excessive que nous avions ressentie était également étrange, car nous n'étions pas particulièrement fatigués avant de nous effondrer de sommeil. Ces rêves n'étaient peut-être que cela, des rêves, mais l'atmosphère du lieu et le fait que nos cauchemars soient si similaires m'ont laissé une impression très troublante. Encore aujourd'hui, j'en ai des frissons en y repensant. J'étais guide touristique dans une ville très populaire du Tennessee. Mon travail consistait à emmener des gens faire une balade de 2 miles autour de la ville tout en leur racontant des histoires de fantômes sur les anciens habitants. L'été, les visites commençaient un peu avant le coucher du soleil et se terminaient bien après la tombée de la nuit. En général, il nous fallait entre 1 et 2 heures pour terminer une visite, en fonction de la vitesse de marche du groupe. Il faut savoir que la plupart des histoires que nous racontions n'étaient pas vraies. Elles étaient soit largement exagérées, soit entièrement inventées, ou bien des récits de meurtres locaux auxquels nous ajoutions une petite touche paranormale à la fin avec « le fantôme du tueur qui rôde encore ». Je n'avais pas écrit le script, donc ne me blâmez pas. Cependant, j'avais moi-même trouvé quelques histoires de fantômes authentiques dans un musée local pour les intégrer à la visite. Cela dit, il y a eu quelques moments pendant mes tournées où j'ai vécu des expériences difficiles à expliquer. Voici 3 des plus intéressantes. Un des outils que nous utilisions pour nos visites était le détecteur EMF, conçu pour détecter les champs électromagnétiques. Bien sûr, ces appareils réagissent aussi aux lignes électriques et peuvent s'affoler près d'un générateur, mais si vous êtes au milieu de nulle part et que vous captez un signal fort, cela vaut la peine de s'y attarder. Le détecteur avait 5 voyants qui passaient du rouge, pas de signal, au vert, signal fort. À la fin de nos visites, nous allions toujours dans un vieux cimetière, où personne n'avait été enterré depuis au moins 100 ans. Après avoir raconté ma dernière histoire, les gens se dispersaient pour regarder les tombes à la lumière de leurs lampes de poche, se faisant parfois bien peur. Une nuit, alors que les visiteurs se promenaient, un homme m'a appelé pour que je vienne voir une tombe en particulier. Je m'approchai et remarquai que son détecteur EMF réagissait étrangement. Chaque fois qu'il le passait au-dessus de cette tombe, toutes les lumières s'éteignaient. Le détecteur se coupait complètement quand il était au-dessus de cette tombe, mais se rallumait dès qu'on le déplaçait ailleurs. Nous avons essayé avec d'autres tombes, mais seule celle-ci avait cet effet. Nous étions curieux de savoir qui était enterré là, mais la pierre tombale était trop usée pour être lisible. Nous pouvions seulement déchiffrer le prénom, Thomas, mais le nom de famille restait illisible. Alors que nous essayions tous de deviner le nom,
quelqu'un dans le groupe s'est exclamé « Quel est son nom de famille ?» C'est à ce moment que nous avons tous entendu une voix forte derrière nous crier « Wallet !» Nous nous sommes retournés, mais il n'y avait personne derrière nous. Nous avons terminé la visite peu de temps après et je n'ai plus jamais approché cette tombe, à part pour y déposer des fleurs de temps en temps, car personne ne venait plus dans ce cimetière. Histoire 1. À la fin des visites, il m'arrivait de recevoir des pourboires si les gens avaient apprécié ou s'étaient fait peur. Les hommes plus âgés adoraient me donner des pourboires de manière secrète, en me glissant de l'argent dans la main lors d'une poignée de main discrète. Je jouais le jeu, car après tout, je recevais un pourboire. Un soir, j'avais un groupe composé d'une famille de 3 personnes, mère, père, fille, et d'un vieil homme que j'avais d'abord pris pour le grand-père. J'ai ensuite appris qu'il avait été ajouté au groupe car nous ne faisions pas de visite en solo. Le vieil homme était plutôt discret, mais il posait de temps en temps des questions étranges. Je ne me souviens plus de toutes, mais un exemple, je racontais l'histoire d'une jeune fille qui était tombée d'un balcon, et son fantôme hante la rivière où elle est tombée. Il m'a demandé si je pensais qu'elle était morte sur le coup ou si elle avait souffert longtemps. Des questions bizarres comme ça. À la fin de la visite, la famille est allée explorer le cimetière pour essayer de prendre des photos de fantômes. Le vieil homme s'est approché de moi pour me faire cette fameuse poignée de main. Je me disais que ces comportements étranges pourraient être pardonnés s'il me donnait un bon pourboire. La poignée de main était normale, sauf que sa main était glacée. Je n'y ai pas trop prêté attention, les personnes âgées ont souvent les mains froides. Mais au lieu de me donner un billet, il m'a glissé une pièce dans la main. J'ai d'abord pensé que c'était une demi-pièce de $, mais c'était trop grand. Quand j'ai tourné la tête pour le regarder partir, je vous jure qu'il avait disparu. Le chemin quittant le cimetière était en pente et on avait une visibilité d'environ 100 mètres. Il n'avait pas pu parcourir cette distance en si peu de temps, et je n'ai pas entendu le moindre bruit de course. Cet homme, qui était juste devant moi une seconde plus tôt, avait disparu en un clin d'œil. En rentrant chez moi, j'ai examiné la pièce et découvert qu'il s'agissait d'une pièce d'argent de 1 once 3, frappée à une année ancienne. Cette expérience m'a laissé sous le choc. Quand j'ai raccompagné la famille à leur voiture, ils m'ont dit qu'ils avaient aussi trouvé cet homme étrange. Apparemment, il avait salué leur fille par son prénom à leur arrivée, mais ils n'avaient aucune idée de qui il était. Histoire 2. Jusque-là, j'avais eu des expériences étranges, mais rien d'aussi intense que des apparitions de fantômes ou des cris démoniaques. Pourtant, une expérience en particulier a fini par me convaincre de l'existence des fantômes. L'un des premiers arrêts de notre visite était une vieille cabane où le fondateur de la ville avait autrefois vécu. La cabane avait été déplacée plusieurs fois pour faire place à des parkings, mais avait fini par être remise à son emplacement d'origine. Nous n'avons pas de photo de la fondatrice de la ville, mais il existe une photo en noir et blanc de sa petite fille, qui, selon tout le monde, lui ressemblait énormément. Cette photo est affichée sur un panneau à l'extérieur de la cabane. La cabane est toujours fermée à clé avec un cadenas, sauf lorsqu'elle est ouverte pour des visites scolaires. Les fenêtres sont tellement sales qu'on ne peut pas voir à l'intérieur. Mais parfois, j'aimais encourager les visiteurs à regarder à travers les fentes des vieilles planches, juste pour les effrayer un peu. Un soir, après avoir raconté l'histoire du fondateur de la ville et mentionné que certains affirmaient encore voir son fantôme dans la cabane, un adolescent est venu me parler. Il m'a demandé « Qui est la personne en costume à l'intérieur ?» J'étais un peu confus et je lui ai expliqué que la photo sur le panneau représentait la petite fille du fondateur, et qu'il ne s'agissait pas d'un costume, mais de la mode de l'époque. Il a roulé des yeux et m'a dit qu'il parlait de la femme à l'intérieur de la cabane. Bien sûr, je suis allé jeter un coup d'œil. Un lampadaire projetait une lumière diffuse à travers les fenêtres sales, et on pouvait distinguer une silhouette assise dans un fauteuil à bascule, dans un coin sombre de la cabane. Elle se balançait doucement. D'après ce que j'ai vu, elle ressemblait effectivement à la femme sur la photo. J'ai rapidement déplacé le groupe, car honnêtement, j'avais peur que ce soit un sans-abri qui se soit introduit. J'avais un groupe de jeunes avec moi et je ne voulais pas que quelqu'un soit blessé. Mais en repassant plus tard en direction de ma voiture, j'ai vérifié le cadenas, il était intact. J'ai de nouveau regardé à l'intérieur, et il n'y avait même pas de fauteuil à bascule. En 2 ans de travail sur ce circuit, je n'ai jamais vu de chaise dans cette cabane, ni de vieille dame. Voilà mes histoires. Elles ne sont peut-être pas aussi sensationnelles que d'autres récits paranormaux,
mais elles m'ont laissé perplexe et je voulais les partager. Cela s'est passé il y a environ 11 ans, pendant les vacances d'été de mon enfance. Je ne me souviens plus de mon âge exact, mais je me rappelle que c'était pendant les grandes vacances. J'habite en Europe centrale et mon père vient d'un village dans un pays voisin. Le village a une population d'environ 1000 habitants, donc pratiquement tout le monde se connaît. Le village en lui-même est un peu étrange. Ce n'est pas à cause des gens, ils sont tous très gentils et heureux de nous voir quand nous y allions chaque été pour passer 2 semaines. Cependant, cela fait environ 4 ans que nous n'y sommes pas retournés à cause d'une grosse dispute entre mon père et mon oncle au sujet de l'héritage de ma grand-mère après son décès. Mais je prévois d'y retourner seul une fois que cette histoire de Covid sera terminée. Je vais commencer par quelques histoires liées au village et à la maison de ma grand-mère, où j'ai moi-même vécu certaines expériences. La première histoire est une légende locale qui circulait lorsque mon père était enfant. Un jour, il y avait une célébration à l'église, et cette histoire concerne un homme. Je ne sais pas grand-chose sur les églises, mais celle-ci avait une petite galerie, une sorte de balcon où l'on pouvait observer la cérémonie depuis les hauteurs. Il restait quelques places, alors cet homme est allé s'asseoir dans un coin et s'est endormi. Lorsqu'il s'est réveillé, la messe continuait, mais quelque chose semblait anormal. Après un moment, il a réalisé que les gens présents étaient déjà morts et enterrés derrière l'église, et qu'il régnait un silence total. Pris de panique, il a essayé d'ouvrir la porte d'entrée, mais elle était fermée à clé. Pendant tout ce temps, les esprits le fixaient. Désespéré, il a eu l'idée de sonner la cloche de l'église pour réveiller le village. Cela a fonctionné, et les villageois se sont rassemblés pour ouvrir la porte. Les fantômes avaient disparu, mais l'homme, lui, était tellement terrifié que ses cheveux sont devenus gris. C'est une histoire que j'ai entendue plusieurs fois, mais il y en a d'autres que je pourrais demander à mon père si cela vous intéresse. Quant aux expériences de mon père, elles sont nombreuses. La première remonte à son adolescence. Un jour de fête, lui et un ami traînaient à la lisière de la forêt. À un moment donné, ils ont vu une lumière dans les profondeurs de la forêt. Curieux, ils ont pris un seau d'eau au cas où il s'agirait d'un incendie et sont allés voir. Mais en arrivant sur place, la lumière avait disparu, et il faisait complètement noir, comme souvent en pleine forêt. Après avoir cherché un moment, ils sont revenus. Peu de temps après, ils ont regardé à nouveau vers la colline et ont vu la lumière réapparaître. Cette fois-ci, ils ont eu trop peur pour y retourner. Ils ont finalement oublié l'incident, et la lumière a disparu. La deuxième histoire s'est produite lorsqu'il était au lycée, et c'est sans doute la plus effrayante. Pendant longtemps, je l'ai considérée comme une histoire inventée pour me faire peur avant de dormir. Mais il y a quelques années, j'en ai plaisanté et mon père s'est mis en colère. Il semblait tellement sincère et furieux que j'ai fini par le croire. C'était une soirée d'hiver, vers 23 heures. Mon père revenait du lycée, et après être descendu du bus, il devait parcourir une longue route pour rentrer chez lui, route qui passait à côté de quelques maisons avant de se terminer dans la forêt. En marchant, il a vu une vieille dame venir droit vers lui. Il a tout de suite su que quelque chose n'allait pas, car il se demandait ce qu'une grand-mère pouvait bien faire dehors à cette heure-là. Elle portait une tenue normale, une jupe et un foulard. Mais en s'approchant, il a remarqué un détail terrifiant, à la place de son visage, il n'y avait rien, juste un trou noir. Mon père, effrayé, a continué à marcher en direction de la vieille dame, qui ne semblait pas du tout être consciente de sa présence. Ils se sont croisés et elle a continué à marcher vers le village pendant que mon père courait se réfugier chez lui. Passons maintenant aux histoires de la maison. D'abord, celle de mon père, adulte, qui dormait dans cette maison pendant quelques nuits. Quand il était enfant, sa grand-mère vivait avec eux. Il dormait au 2e étage, dans une chambre dont le lit faisait face à la porte. Chaque matin, sa grand-mère jetait un coup d'œil à travers la vitre de la porte pour voir s'il était réveillé, puis elle entrait. Devenu adulte, mon père dormait dans la même position, avec le lit toujours face à la porte. Un soir, près de minuit, il regardait la porte fermée à clé et s'est posé la question suivante: que ferais-tu si la porte s'ouvrait maintenant? Quelques secondes plus tard, la porte a grincé et s'est ouverte toute seule. Il est resté là, paralysé, pendant quelques minutes, avant de se lever pour refermer et verrouiller la porte. Mon oncle a lui aussi une histoire à raconter,
qui remonte à l'époque où il avait 11 ans et qu'il était seul à la maison, la nuit. L'escalier qui mène au deuxième étage fait toujours beaucoup de bruit quand quelqu'un monte. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à aller se coucher, il a entendu les marches craquer comme si quelqu'un montait. Terrifié, il s'est caché sous sa couverture et a réussi à s'endormir. Enfin, parlons de moi et de ma sœur jumelle. Récemment, nous avons discuté et je lui ai avoué que j'avais toujours ressenti un malaise inexplicable au deuxième étage. Chaque fois que je devais y monter, je courais aussi vite que possible avant de redescendre en sprintant. J'ai été surpris quand ma sœur m'a dit qu'elle ressentait la même chose. Voici son histoire. Une nuit, pendant que mon père et moi dormions dans une tente dans le jardin, ma grand-mère et ma mère dormaient au rez-de-chaussée, et ma sœur était seule au deuxième étage. Elle a entendu la porte s'ouvrir et quelqu'un marcher dans la pièce. Puis, elle a ressenti un froid intense, comme si quelqu'un la serrait dans ses bras. Cela a duré environ 1 minute, puis tout s'est arrêté et la porte s'est refermée. Quant à mon histoire, elle est assez similaire à celle de mon oncle. J'avais environ 10 ans et j'étais très accro aux jeux vidéo. Un jour, il y avait une célébration à laquelle tout le monde est allé sauf moi, car je voulais continuer à jouer. Il était environ 17 heures, et je jouais dans le salon au rez-de-chaussée. Tout à coup, j'ai entendu l'escalier grincer comme si quelqu'un montait ou descendait en courant. J'ai attendu un moment, mais ne voyant personne, j'ai pris peur et je me suis enfui dans le jardin, où j'ai attendu pendant 2 heures que tout le monde rentre. Depuis, je suis encore plus terrifié par l'escalier et le deuxième étage. Ces histoires continuent de me hanter et de me laisser des frissons, même après toutes ces années. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais fou. J'avais entendu dire qu'une personne sur 6 avait une rencontre paranormale, mais j'en avais vécu plusieurs. Ce n'est qu'à l'adolescence que j'ai vécu quelque chose d'étrange en présence d'autres personnes. C'était la première fois. Cet endroit était vraiment bizarre. Les histoires que j'avais entendues avant même d'y aller étaient folles, mais je vais essayer de faire court, car certaines choses sont difficiles à expliquer. J'avais environ 19 ans à l'époque. Mon meilleur ami était devenu ami avec un gars que j'appellerais C. C vivait avec sa mère, K, dans une petite maison située dans un village du Cumberland. K était vraiment cool et nous laissait traîner là-bas à plusieurs. La maison avait été construite dans les années 50 ou 60, et toutes les portes étaient en verre. Le salon avait 2 entrées avec des portes doubles, et il y avait une véranda à l'arrière de la maison. De nuit, peu importe où on se tenait, on pouvait voir presque tout le rez-de-chaussée, soit directement, soit à travers les reflets de la véranda. Il y avait un petit jardin avec une clôture, puis la forêt. Les gens du village étaient vraiment étranges. On plaisantait souvent en disant que c'était comme les enfants du maïs ou le village des damnés. Les enfants de la rue s'arrêtaient pour nous fixer quand nous passions, les commerçants nous souriaient mais ne disaient jamais un mot, et parfois, les gens marchaient en marmonnant ou en riant tout seuls. À plusieurs reprises, des gens passaient devant nous, poussaient un cri soudain, puis s'enfuyaient en courant. À chaque fois, nous restions là, interloqués, et je disais, « J'espère que vous êtes conscients qu'on va tous mourir ici. » Ce que je dis n'est pas exagéré. C'était exactement le comportement de toutes les personnes que nous croisions, sans exception. C'était à la fois effrayant, absurde et hilarant. Un jour, mon pote et moi sommes rentrés dans le pub local. Tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Le pub était rempli d'hommes en polo bleu marine ou rose pastel. Désolé de m'étendre là-dessus, mais il faut que vous compreniez l'atmosphère surréaliste de cet endroit. Tout était bizarre. Peu après ma première visite, K a commencé à nous parler des choses étranges qui se passaient, non seulement dans la maison, mais dans toute la région. Elle avait même conservé des coupures de journaux pour étayer certaines de ses histoires. Voici ce dont je me souviens, et que nous avons confirmé avec les voisins. Si vous avez déjà entendu parler des observations d'ovnis à Bonny Bridge, sachez qu'une fois, un ovni a été aperçu près du village. Les bois étaient bien connus dans la région pour le grand nombre de cadavres qu'on y trouvait. Il y avait des rumeurs selon lesquelles un couvent de sorcières pratiquant la magie noire y tenait des rituels. Des personnes affirmaient avoir vu des groupes vêtus de robes dans les bois. Des chevaux blancs dans les champs voisins avaient été retrouvés poignardés à mort, leur queue coupée. K et C m'ont raconté qu'un soir, tout le quartier était sorti dans les jardins, car des chants émanaient des bois.
Il disait que c'était si fort qu'on aurait dit une cinquantaine de personnes, hommes et femmes, des voix graves et aiguës. K disait que le plus effrayant, c'était qu'à chaque fois que les chants s'arrêtaient, ils recommençaient instantanément dans une autre partie de la forêt, comme si ces gens sautaient d'un endroit à l'autre ou qu'il y avait des centaines de personnes, parfaitement synchronisées dans le noir. Pour nous, adolescents en quête d'aventure, cet endroit était incroyable. K nous a également parlé d'objets étranges laissés sur les marches du jardin, des plumes et des brindilles attachées avec de la ficelle, et parfois des silhouettes en robe juste au-delà de la clôture. Tout cela était déjà très impressionnant, mais ensuite, elle a commencé à nous parler de la maison. K s'est refusé d'utiliser la salle de bain du deuxième étage ou d'aller dans la chambre d'amis. À un moment, K avait entendu des bruits de griffures venant du grenier et avait supposé qu'un rat ou un écureuil s'y était introduit. À cela s'ajoutait un phénomène étrange, toutes les cuillères de la maison disparaissaient les unes après les autres. Chaque fois qu'elle revenait à la maison, une cuillère avait disparu. Finalement, lorsqu'il ne restait plus de cuillères, elle a retourné toute la maison à la recherche d'une seule, mais sans succès. Elle avait cherché partout, sauf dans la chambre d'amis. Elle s'apprêtait à y entrer quand elle a entendu un bruit dans le grenier. Elle a pensé, oh non, quelqu'un vit dans le grenier. Elle a appelé la police. C'est été rentré à la maison à ce moment-là, et ils ont tous deux écouté les bruits en attendant l'arrivée des policiers. Même la police a entendu ces bruits. Ils ont ouvert la trappe du grenier et sont montés, mais n'ont trouvé que toutes les cuillères, alignées en rangée, devant une bougie éteinte. Un des policiers, impassible, lui a suggéré de faire venir un exorciste. Ils ne m'ont jamais dit pourquoi il n'entrait pas dans les autres pièces, mais qu'a pensé qu'elle était maudite, et que son ex-mari y était pour quelque chose. Malgré l'honnêteté sur leur visage, les coupures de journaux et les choses que j'avais vécues dans ma vie, j'étais sceptique à ce moment-là. C'est difficile d'accepter ce genre de choses, même lorsque nous avons commencé à faire des expériences nous-mêmes. L'histoire de ma tante, qui s'est déroulée lorsqu'elle avait 15 ans, au début des années 2000. Ma famille est originaire de Londres, mais nous sommes ethniquement bengalis. Cette histoire commence lorsque ma tante et sa famille sont partis en voyage dans notre pays d'origine, le Bangladesh. Ils se sont rendus dans le village de son père, ou plutôt de mon grand-père. Ce village se trouvait au milieu de nulle part, entouré de vastes rizières à perte de vue. Il n'était composé que de quelques vieilles maisons, datant de l'époque coloniale britannique, toutes construites autour d'un grand étang. Non loin de là se trouvait une petite mosquée, et plus loin encore, une petite forêt. Les aînés du village avaient dit à ma tante et à ses frères et sœurs de ne pas s'aventurer dans cette forêt, car il y avait un vieux banyan que l'on croyait hanté. Un soir, malgré les avertissements, ma tante, ses frères et sœurs ainsi que des enfants du village se sont rendus dans la forêt pour jouer. Les enfants du village leur avaient assuré qu'ils y jouaient souvent sans rien leur arriver, tant qu'ils ne s'approchaient pas de l'arbre en question. Les enfants ont montré à ma tante et ses frères et sœurs le fameux arbre, et tous ont convenu de rester à distance. L'arbre semblait très vieux et effrayant, avec son tronc tordu et ses branches qui s'étendaient largement. Malgré son apparence, ma tante, étant l'une des plus âgées du groupe, ne croyait pas à ces histoires de fantômes. Elle trouvait cela ridicule, pensant que c'était juste un conte pour effrayer les enfants. Toutefois, elle a promis de rester loin de l'arbre. Ma tante ne participait pas au jeu, car elle se considérait trop vieille pour ça. Elle était simplement là pour surveiller les plus jeunes. Après avoir joué à plusieurs jeux, les enfants ont insisté pour qu'elle participe et soit celle qui les chercherait pour une partie de cache-cache. Après avoir résisté un moment, elle a accepté. Elle a compté pendant que les enfants se cachaient, puis elle est partie à leur recherche. Elle a rapidement trouvé les plus jeunes, mais certains s'étaient cachés plus profondément dans la forêt. En cherchant les autres, elle s'est retrouvée devant l'arbre banyan. Amusée, elle a caressé l'écorce de l'arbre, brisant ainsi sa promesse. Voyant l'une des branches de l'arbre pendre bas, elle a décidé de s'asseoir un moment pour profiter de la tranquillité du lieu. Après cette pause, elle a repris sa recherche et a fini par trouver tous les enfants. Comme la nuit tombait et que l'appel à la prière se faisait entendre, tout le monde a décidé de quitter la forêt et de rentrer chez eux. Cette nuit-là, ma tante s'est réveillée à cause de la chaleur. Il n'y avait pas de lampadaire dans le village, donc tout était plongé dans le noir, et on n'entendait que le chant des grillons et des grenouilles près de l'étang. En essayant de se rendormir,
elle a commencé à entendre un bruit étrange dehors, près de la fenêtre ouverte. C'était un bruit métallique, un cliquetis qui revenait régulièrement. Elle a regardé à travers les barreaux de la fenêtre mais n'a rien vu d'autre que l'obscurité. Elle a appelé doucement, espérant une réponse, mais rien. Peu après, le bruit a cessé, et elle a fini par se rendormir. Quelques jours plus tard, la famille a quitté le village pour se rendre à l'aéroport et rentrer au Royaume-Uni. Alors qu'ils disaient au revoir à tout le monde, ma tante a remarqué une femme, en retrait du groupe, qui la fixait. Elle n'avait jamais vu cette femme auparavant et s'est demandé pourquoi personne ne lui avait été présenté, surtout dans un village aussi familial. Ce qui était étrange, c'était que cette femme portait un sari rouge traditionnel de mariée, avec une guirlande de fleurs autour du cou, des bracelets en or au poignet, et une coiffe sur le front. Ma tante a demandé à l'une de ses sœurs qui était cette femme, mais sa sœur ne savait pas, à cause du brouhaha des adieux. À l'aéroport, alors qu'ils attendaient pour embarquer, ma tante a de nouveau aperçu la femme au sari rouge. C'était la même femme qu'elle avait vue au village. Elle se tenait là, seule, sans bagage ni accompagnateur, et regardait les gens passer. Ma tante trouvait cela bizarre de voir cette femme dans une tenue de mariée, dans un aéroport. Mais elle n'y a pas trop réfléchi. Plus tard, à bord de l'avion, ma tante, revenant des toilettes, a été surprise de voir la même femme, assise seule près d'un hublot. Elle a demandé à ma grand-mère si elle connaissait cette femme, mais ma grand-mère, trop fatiguée, a simplement ignoré la question. De retour à Londres, après quelques jours, la famille est allée rendre visite à un oncle. C'était une tradition de rendre visite à la famille après un voyage au Bangladesh. En entrant dans le salon, ma tante a été choquée de voir la même femme au sari rouge, celle du village et de l'avion. Elle était debout dans un coin, silencieuse, écoutant les conversations. Ma tante pensait que la femme devait être un membre de la famille, mais elle trouvait étrange qu'elle ne parlait à personne et qu'elle portait toujours sa tenue de mariée. Au moment de s'asseoir pour manger, ma tante a décidé d'aller parler à cette femme. Elle lui a dit bonjour en bengali, mais la femme n'a pas répondu, elle s'est contentée de sourire. Pensant qu'elle était timide, ma tante a complimenté sa tenue et ses bracelets, mais encore une fois, la femme ne répondait pas. C'est à ce moment qu'un de mes oncles, de l'autre côté de la pièce, a demandé « À qui parles-tu » Toute la pièce est devenue silencieuse, et tout le monde fixait ma tante, confus. « Mais à cette femme, là, répondit-elle en pointant du doigt la femme. « Quoi ? Il n'y a personne, répliqua sa sœur. Ma tante pensait qu'il se moquait d'elle, mais lorsqu'elle réalisa que tout le monde était sérieux, elle commença à paniquer. Elle continuait à affirmer qu'elle voyait une femme, mais personne d'autre ne la voyait. Finalement, elle s'est évanouie sous le coup de l'émotion. Quand elle a repris conscience, elle était allongée sur le canapé, sa tête reposant sur les genoux de ma grand-mère, ses sœurs autour d'elle. La femme en sari rouge avait disparu. Sur l'autre canapé, il y avait un imam, un ami de la famille et un leader respecté de la communauté, appelé par mon oncle. L'imam a demandé à ma tante ce qui s'était passé, et elle lui a expliqué qu'elle voyait cette femme depuis le village, et que personne d'autre ne pouvait la voir. Après avoir réfléchi, l'imam a conclu qu'un esprit maléfique s'était attaché à ma tante et l'avait suivie depuis le village. Mon grand-père a alors commencé à interroger ma tante au sujet de la forêt et du banyan. Elle a finalement avoué qu'elle avait touché l'arbre et même s'était assise sur l'une de ses branches. À ces mots, mon grand-père s'est mis en colère et l'a réprimandé. Il répétait que cet arbre était hanté et qu'elle aurait dû écouter les anciens du village. L'imam a alors demandé à mon grand-père pourquoi cet arbre était considéré comme hanté, mais mon grand-père a préféré lui donner l'explication en privé. L'imam a ensuite récité des prières et a soufflé sur ma tante. Elle ne se souvient plus très bien de la suite, mais selon les témoins présents, elle a commencé à se comporter de manière étrange pendant les prières. Elle grognait, et ses yeux semblaient sur le point d'exploser. Elle a même tenté de se jeter sur l'imam, mais tout le monde l'a retenue. L'imam lui a prescrit un traitement spirituel, une eau bénite à boire et une huile à appliquer sur son corps après chaque bain, dans le cadre d'un processus long d'exorcisme, appelé ruqya en arabe. Cette nuit-là, ma tante était trop effrayée pour dormir seule, alors ma grand-mère a dormi à côté d'elle, avec une de ses sœurs sur le lit du dessus. Ma tante s'est réveillée après un long sommeil. Elle entendait un bruit de cliquetis métallique près de la fenêtre. Pensant que c'était sa sœur, elle lui demanda de se taire. Mais le bruit persista.
Elle se tourna alors vers la fenêtre, et à sa grande horreur, elle vit une silhouette sombre assise sur le rebord de la fenêtre, jouant avec des bracelets et des anklets. La figure était celle de la femme en sari rouge. Ma tante hurla, réveillant toute la maison. L'imam, lors de sa seconde visite, a expliqué que ce qu'elle voyait ne disparaîtrait pas tout seul et qu'elle devait terminer son traitement religieux. Les jours passaient, et bien que la femme apparût de moins en moins souvent, ma tante la voyait toujours à l'école, dans le parc ou même chez elle. Elle finissait par s'habituer à la présence de cette figure et commençait même à lui parler. Au bout de quelques années, la figure disparut complètement. Ma tante avait enfin achevé son traitement spirituel. Mais bizarrement, elle ressentait un vide, comme si la disparition de la femme la laissait seule, après tant de temps passé ensemble. Cette expérience l'avait profondément marquée. Des années plus tard, mon grand-père lui a montré une vieille photo de famille datant des années 50. Ma tante a immédiatement reconnu la femme en sari rouge, celle qui la suivait. C'était la sœur de mon grand-père, qui s'était suicidée la nuit de son mariage en s'accrochant à cet arbre banyan. L'imam a confirmé qu'il ne s'agissait pas de l'esprit de la sœur de mon grand-père, mais d'un djinn, un esprit qui avait pris son apparence. Selon l'islam, les fantômes n'existent pas comme on le conçoit souvent, ce sont des djinns qui imitent les défunts pour tromper les vivants. Depuis cet événement, ma tante a repris une vie normale, mais cette histoire continue de hanter nos discussions familiales. Mon père était autrefois un fonctionnaire judiciaire fédéral pour le gouvernement mexicain, et sa juridiction changeait régulièrement en fonction des affaires sur lesquelles il travaillait. Il était encore jeune à l'époque, et un soir, alors qu'il passait près d'un village, vers 20h, il s'arrêta dans une cantina avec ses amis pour manger avant de continuer leur route. À cette époque, seuls les shérifs ou les très hauts fonctionnaires avaient des véhicules, les autres devaient utiliser les transports publics pour se déplacer, mais au moins pour eux, c'était gratuit. Ils s'étaient donc arrêtés pour manger et discuter avec les habitants du coin quand un vieil homme leur demanda où ils allaient. Mon père répondit qu'étant donné qu'il n'y avait ni bus ni taxi dans ce village, ils avaient prévu de marcher environ 1h30 jusqu'à la prochaine ville, qui se trouvait au bout d'un chemin de terre. L'homme parut surpris et leur demanda « Vous comptez passer par là maintenant? Vous ne connaissez pas l'histoire ?» Mon père, qui n'était pas du coin, répondit que non, et qu'il n'y voyait pas de problème, que ce n'était qu'une simple promenade, d'autant plus qu'ils étaient armés. Ils en plaisantèrent. Le vieil homme sembla pensif, puis il continua en disant que dans le village, il y avait une histoire qui circulait, et que les gens évitaient de marcher sur ce chemin de nuit à cause des 3 cochons démoniaques. Mon père et ses amis éclatèrent de rire, mais l'homme resta sérieux. Il leur expliqua alors que des gens qui avaient emprunté ce chemin la nuit avaient disparu. Et que lui, ainsi que d'autres villageois, avaient vu la cause, 3 cochons démoniaques. Mon père, toujours amusé, rit à nouveau, mais l'homme l'ignora et continua. Il leur raconta qu'il avait lui-même eu affaire à ces cochons lorsqu'il était plus jeune. C'était tard dans la nuit, il revenait de chez son cousin dans la ville voisine, empruntant le vieux chemin de terre, lorsqu'il entendit soudain une voix. En se retournant, il vit 3 cochons, avec des poils noirs comme ceux d'un sanglier, et des yeux aussi noirs que la nuit. Il ne voyait aucune lueur dans leurs yeux, comme on en voit habituellement chez les animaux sous la lumière. Un sentiment de terreur l'envahit, puis les cochons ont commencé à lui parler, et à se moquer de lui en riant. L'homme était pétrifié, incapable de bouger. Il prononçait des mots horribles à propos de sa famille et évoquait une mort atroce. Chaque cochon parlait avec une voix différente. Lorsque l'homme parvint finalement à se mouvoir, il prit ses jambes à son cou et courut sans s'arrêter jusqu'à chez son cousin, où il se reprit et ne sortit plus de la nuit. Mon père, bien qu'il écoutait respectueusement l'histoire cette fois-ci, n'était toujours pas convaincu. Il répondit qu'il devait absolument emprunter ce chemin, peu importe les rumeurs. Le vieil homme, inquiet malgré tout, leur proposa de les emmener gratuitement en voiture, insistant sur le fait qu'il ne voulait pas qu'ils marchent sur ce chemin de nuit, qu'ils croient à son histoire ou non. Et c'est ainsi que s'achève le récit de mon père. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.